Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour ce nouveau numéro de Ciné France. Aujourd'hui, on va parler d'un très bon film familial français surnaturel, Amazon. Un hilarant film franco-espagnol réalisé par Philippe de Broca, sorti en 2000. Il faut que je vous dise pourquoi c'est excellent. Oui, de toute façon, j'aurais pas pu tenir longtemps, alors autant l'admettre tout de suite. Parce que non, Amazon, c'est pas très bien. On va quand même vraiment en parler, cela dit. Vous le savez, ou vous l'aurez remarqué, d'ordinaire, je suis plus dans l'optique de vous parler des choses que j'aime sur ma chaîne, et dans cette émission surtout. Elle ne sera jamais une chaîne d'insultes comédie. Mais, occasionnellement, j'insiste occasionnellement, pourquoi pas tous les 1er avril, allez savoir, peut-être que je transformerai ça en habitude annuelle, on verra, en petite récréation, un film à fortement déconseiller, pourquoi pas. Tout d'abord, revenons sur ce que j'ai dit, oui, Philippe de Broca a réalisé ce film, son avant-dernier film. Et ce nom de Broca a dû interpeller pas mal d'entre vous, parce que oui, il a quand même réalisé une tripotée de classiques, notamment avec Jean-Paul Belmondo. Les deux hommes sont vraiment de la même génération, ils sont nés à 3 semaines d'intervalle. Avant Amazon, ils ont fait 5 films. Cartouche, L'Homme de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le Magnifique et L'Incorrigible. Et ces 5 films avec Bébel sont les 5 plus grands succès de Broca au box-office. L'Homme de Rio, le recordman avec presque 5 millions d'entrées, est notamment connu pour être pas mal inspiré des aventures d'un certain Tintin. Bon, cela dit, il a quand même obtenu pas mal de succès même sans Jean-Paul Belmondo. Moindre, mais notable. Entre autres cela. Au début des années 90 néanmoins, de Broca enchaîne 2 échecs au cinéma, se tournant alors vers la télé durant quelques temps, mais en 97, il signe le remake du Bossu, un succès qui a attiré 2 300 000 spectateurs en salle. Et voilà qu'en 1999, ça va repartir. Le duo va être reformé. Jean-Paul Belmondo va rejouer sous sa direction. De Broca a écrit le scénario d'Amazon. Haha. Avec Serge Friedman au dialogue, qui a écrit quelques films sympas, avant comme après Amazon. Et bon, le pitch du film, on a Edouard, un vieil homme qui se cache dans la jungle pour fuir la justice, qui trouve une petite fille prénommée Lulu qui vient du fin fond de l'espace. Ouais. Mais bon, allez savoir, il y a du budget, validé pour 60 millions de francs, soit plus de 9 millions d'euros. On a Belmondo, un acteur d'une telle gouaille qu'il a souvent porté des films pas si bons que ça à bout de bras. On a De Broca, un réalisateur chevronné. Le duo n'est plus au pinacle de sa carrière, mais reste populaire, et chacun sort d'un succès. De Broca avec le Bossu donc, et Belmondo qui casse la baraque sur les planches depuis un moment. J'avais enchaîné 2 films à la pièce, et j'ai même joué la pièce tout en tournant. Et puis je suis revenu de Cuba. Je suis arrivé à 5h de l'après-midi et à 7h, je tournais avec Blier jusqu'à 5h du matin pendant 5 jours. Et j'ai renchaîné tout de suite sur la pièce. J'ai exagéré un petit peu, voilà. Et oui, à la fin du tournage, il a eu une première alerte question santé, avec un petit malaise fin novembre 99. Amazon sera d'ailleurs son dernier film sorti avant son accident vasculaire cérébral en août 2001. Même si c'est presque surprenant qu'il n'ait pas fait un malaise en lisant le pitch du film. Pourtant, le film commence avec de beaux paysages subtropicaux, une musique plutôt pas mal, à ce moment on peut avoir un petit espoir. La musique est d'ailleurs d'Alexandre Desplat, pas encore reconnu mondialement dans le milieu comme aujourd'hui, je veux dire, depuis, il a notamment reçu 3 Césars et 2 Oscars, s'il vous plaît, mais déjà très talentueux. Mais cette première impression pas si mal, ça tombe dès ce plan-là. C'est cela, oui. Oui, je suis désolé, mais le cosplay de Shrek, non, ça va pas, hein. Mais bon, au moins, le film ne traîne pas, puisque quelques secondes après ce cosplay, débarque une gamine, hors champ. Si on n'a pas lu le synopsis, on ne sait pas d'où elle tombe. J'ai froid. Oui, c'est ça, j'ai froid. Tu m'étonnes. Tu parles de conditions de tournage sympas d'ailleurs, à poil, sous la pluie, en plein milieu de la jungle. Tombé d'un avion? Oui, hypothèse super crédible. Alors qu'elle faisait du naturisme dans un avion, elle a survécu à une chute de 10 000 mètres. Oui d'accord, c'est pas beaucoup plus con que le fait qu'elle vienne de l'espace, mais combien de personnes formuleraient ça en première hypothèse? On notera aussi déjà, question choix, quelques bizarreries. Je veux dire, une fois Edouard et la petite sortie du cadre, pourquoi on s'attarde 3 secondes là? Mystère, on veut nous montrer qu'il a oublié son parapluie, ou... Et, bon, je chipote un peu, mais voilà le premier petit raccord foireux. Il faisait gris 5 secondes plus tôt, il descend de l'échelle, il fait beau. Et puis, ce serait pas flou des fois? Eh oh! Et le film est bourré de tout petits détails comme ça, pas bien méchants en soi, mais qui, à force... Oh oui, ça se voit qu'elle trace vraiment ce petit smiley. Mais bon, je vous en passe parce que des petits détails visuels comme ça, un peu étranges, il y en a beaucoup. Donc, juste après la rencontre, la petite, jouée par Tilda Barès, que je n'ai vue personnellement que dans un autre film, possiblement pire que celui-ci, si c'est possible, fait tourner en bourrique Edouard en répondant de manière impertinente à ses questions, ou en faisant des remarques candides. Et ça? Ça, gamine, c'est ce dont les spectateurs auront besoin à la fin du film.
Concernant son jeu, il est correct. Parfois plutôt bon, parfois ça sent plus la récitation. Je suis venue à New York, États-Unis, pour visiter, et j'espère qu'ils sont pas tous aussi énervés que vous en ville. En plus, pour pas mal de ses répliques, on sent que ça a été redoublé en post-pro, ce qui ne se sent pas autant pour les autres comédiens. Enfin un peu quand même parfois. Regardez là comme la synchro labiale de Babel est foirée. Non, mais qu'est-ce que vous imaginez? Non, mais qu'est-ce que vous imaginez? Ça peut être assez distrayant parfois. Revenons à l'intrigue. La petite livre des explications étranges sur sa présence ici auprès d'Edouard, qui en a vite ras-le-bol. Elle voulait aller à New York, mais on l'aurait envoyée au mauvais endroit. Pourquoi New York? On ne saura jamais. Toutes ces mini-engueulades avec Edouard sont censées être drôles, mais si vous ouvrez la bouche à ce moment-là, croyez-moi, ce sera sans doute plutôt pour bâiller. Quant au personnage d'Edouard, eh bien, c'est Belmondo en mode vieux râleur un peu cliché. Oh là là, je suis pas content, tu m'énerves, petit. Dans la foulée, on apprend enfin le nom de la gosse. Lala, Lili, Lulu. Ah oui, c'est pas mal, Lulu. Arrive alors Ariel Dombal. Ah, cool, moi qui craignais qu'on ait des personnages irritants, me voilà rassuré. Et pas besoin d'être voyant, quand j'ai découvert le film, il m'a pas fallu bien longtemps pour comprendre qu'elle allait jouer dans le registre, la personne pas du tout préparée aux réalités de la jungle qui va devoir être sans cesse aidée par un personnage blasé. Follement original, non? On l'a seulement vu dans Tarzan, l'Odyssée de l'African Queen, Le Jaguar, King Kong, À la poursuite du diamant vert, Medicine Man, Crocodile Dundee, Indiana Jones et le Temple maudit, et une bonne centaine d'autres films, mais je suis sûr que ça sera fait avec une originalité débordante et pas juste pour péniblement essayer d'arracher un rire au spectateur. Elle s'appelle Margot, c'est une scientifique. Si c'était un métier reconnu, je dirais plutôt c'est une chieuse, vu que 95% de ses répliques ne servent qu'à râler. Des fois que le personnage d'Edouard soit pas assez râleur, elle va aller en Amazonie accompagnée d'un officier joué par Patrick Bouchité. Car les militaires ont entendu parler d'un ovni là-bas. Oui, à l'époque du film, la France était engagée dans plusieurs guerres, mais j'ai du mal à croire qu'on ait pu être concerné par ce qui se passait au Kosovo par exemple, quand on aurait pu employer nos hommes plus efficacement à chercher un ovni au fin fond de la forêt tropicale. Bravo, monsieur le président. L'avion décolle, Margot en profite pour se changer, et on a ce passage. Bon, moi je m'en plains pas spécialement, hein, notez, mais ça n'amène vraiment rien. Vous l'avez vu, on a un plan de coupe sous l'avion qui décolle, ça ne découle sur aucun gag, aucune remarque, c'est donc purement gratuit. Je suppose que quand Philippe de Broca a engagé Ariel Dombal, il s'est dit que c'était la seule façon d'en avoir pour son argent. Le fait est que c'est ce genre de détail qui donne vraiment une impression de cache-misère. On agite ces deux arguments à la face du spectateur pour qu'il oublie un instant tout ce qui ne va pas dans le film. En tout cas, Margot est bientôt énervée par les militaires qui sont partis sur le site de l'OVNI sans elle. Eh bien moi, je me passerai de vos services, monsieur. La marine française peut mettre une croix sur ma clientèle. C'est pas gentil. Tu aurais au moins pu leur laisser le temps pour qu'ils te remercient de leur foutre enfin la paix. Oh. Elle cherche un guide, trouve Edouard de passage en ville, qui a confié Lulu à ses amis du village où elle vit. Écoutez, ma petite dame, on va mettre les choses au point tout de suite, hein? Vous ne m'appelez plus Doudou. Oui, ce dernier, comme n'importe quel humain normalement constitué, est énervé par Margot pratiquement dès la première seconde. Donc pendant un quart d'heure de film, elle s'incruste auprès de lui et le gonfle durant toute leur marche pour retourner au village, avec ses histoires perso, ses clichés sur les tribus. Des papous, des givaros, des picaros, j'en sais rien, moi. Des picaros, et oh, tu laisses Tintin en dehors de ça, merci, il est pour rien dans tes délires, hein. Pauvre Tintin. Arrêtez de m'interrompre tout le temps. Vous ne voyez pas que vous avez devant vous une femme brisée? Je dois aller là-haut et c'est tout. Quelle emmerdeuse. Bref, ils arrivent au village et on continue avec du remplissage maintenant. Margot essaie tant bien que mal de se faire comprendre à un homme du village. Quelque chose est tombé ici? Cosmos. Vaisseau spatial. Navette cosmica. Bzzz. Le type il vient pas de Mars, même s'il ne parle pas la langue de Margot, il lui suffirait de faire nom de la tête ou un quelconque signe pour lui signifier « Je comprends pas ce que vous dites ». Mais non, il ne dit et ne fait rien, car dans la logique du film, voir Margot s'échiner pendant des plombes à essayer de se faire comprendre, bien entendu, c'est désopilant. Et en plus on gagne 2 minutes de film, ça valait bien le coup. Bientôt, Margot rencontre la petite Lulu, qui lui dit sans embâche qu'elle vient de la planète Beta Centauris, qui, en moins d'1 minute, la convainc qu'elle est une extraterrestre, oui, et lui dresse le portrait de sa planète. On reste là-haut, à étudier ce qu'est l'univers et l'infini. Puis, oui, donc, elle le raconte à tout le village qui est passionné, y compris le gars qui ne pigeait pas Margot qui parlait en français tout à l'heure. Le film gagne un point pour sa constance. Ah, et puis, dans la foulée, tout d'un coup, sa voix change et devient celle d'une adulte parce que... son vieillissement s'accélère sur Terre, je crois. On décroche facilement, vous savez. Ensuite, bon ben, la routine, hein, de l'humour de bas étage, et Edouard et Margot qui se racontent leur vie, et progressivement, accrochez-vous pour la révélation, ils tombent amoureux. Enfin, ils flirtent, mais sans défendre chacun, évidemment. Ah, je me lasserai jamais de ce cliché. Je me suis fait retirer tout mon appareil génital, au complet. Et vous savez pourquoi?
pour plus jamais avoir affaire à une femelle comme vous. Oui, on n'avait pas besoin de savoir ça, hein. D'ailleurs, ça m'a fait me poser une question, ce passage. Après Lady Bar, on aura une vue sur le cul de Margot. Édouard et Margot aussi jurent pas mal dans ce film. Putain de cuvette de chiottes, putain d'autobus. Saloperie de chiotte, espèce d'enfoiré, vous bordel! Donc bon, en France, on est loin du point parfois ridicule des USA qui vont déconseiller un film aux moins de 13 ans au moindre gros mot ou parce qu'on voit un bout de nichon pendant 2 secondes, mais malgré tout, ce genre de détail fait que je ne classerai pas à 100% ce film dans la catégorie film pour enfants, sans parler des moments où Édouard raconte sa vie passée qui clairement risquent de les ennuyer. D'un autre côté, il y a beaucoup de passages vraiment trop candides pour les adultes. D'où mon interrogation, à qui est censé s'adresser ce film ? Et non, le côté passe-partout du film familial, non, dans le bon sens du terme, un film familial, le dosage doit habilement pouvoir plaire à différentes tranches d'âge. Là, le dosage, il est carrément bancal. Mais bon, donc peu après, Margot qui n'a pas encore compris que les militaires sont méchants, elle reçoit un coup de fil du chef sur son portable et lui explique la situation. Oui, parce que, en plein milieu de la forêt amazonienne, je suis sûr qu'il y a un réseau d'enfer. Arrive alors le moment d'émotion du film, où un méchant d'une tribu tue le copain d'Édouard et Lulu. Pourquoi il est si froid? Pourquoi il ne me regarde plus? Tu voulais tout connaître. Mais si encore une fois il n'y a pas trop le choix de mettre la scène car sinon le film serait trop court, comme malgré tout le monteur du film se rend compte que tous les spectateurs s'en foutent, après les larmes de Lulu, 10 secondes plus tard, ouais, qu'est-ce que je m'amuse à me baigner! Mais bon, c'est raccord avec le fait que les spectateurs non plus, ils étaient pas vraiment tristes, hein. Mais soudain, les militaires arrivent et capturent Lulu pour avoir une preuve de l'existence des extraterrestres. La petite était accompagnée de Margot, mais, bien inspirée, il la jette à l'eau. Cela dit, il ne s'assure pas qu'elle se noie. Il y a un souci du travail bien fait qui se perd dans l'armée. Lulu est amenée sur un bateau, des vilains scientifiques... La texture de ses cheveux est incroyable. Ou des acteurs en roue libre. Oh là là, c'est incroyable, je suis surpris. Mais bon, non, on va dire que c'est des scientifiques, hein. Donc, des vilains scientifiques étudient Lulu. Mais, enfermés dans une espèce de caisson, elle s'enfuit au nez à leur barbe, en utilisant l'autre porte qu'ils n'auraient pas eu l'idée de fermer. Et elle quitte donc le bateau rempli de militaires sans problème, et sous les yeux de Bouchité, pas content. Oh non, elle a 10 mètres d'avance, j'abandonne. La voilà livrée à elle-même dans une ville. Mais le lendemain, tout le monde, gentil comme méchant, retrouve sa trace, et une poursuite s'engage. Bonjour, vous êtes bien dans Faux Raccord, vous analysez après le film. Remarquez que le pare-brise est intact sur un plan et bien abîmé sur le suivant. Merci Michel. Et une course-poursuite en train pas trépidante pour 2 ronds démarre. Ah oui, Lulu qui continue à vieillir très vite, et voilà les premiers signes physiques en plus de sa voix. Bon, le maquillage facial est plutôt raté, mais je crois que s'ils avaient essayé de la vieillir numériquement, ça aurait été pire. Aujourd'hui, ok, on a beaucoup de talent dans l'Hexagone, mais à l'époque, nos boîtes d'effets spéciaux étaient connues pour les foirer. Après cette poursuite à, manifestement, au moins 30 à l'heure, ils parviennent à vaincre les méchants. Oui, sur ce plan, on pourrait se croire dans un film américain, là, avec les explosions pour pas grand-chose. Donc, voilà, ils amènent Lulu à un endroit où les extraterrestres sont censés venir la reprendre. Pourquoi ça me semble familier? Mais à la place, ce sont d'autres enfants venus d'ailleurs qui débarquent, et Lulu retrouve son apparence. Édouard et Margot, eux, se mettent en couple, n'est-ce pas, vous êtes surpris? Et la phrase « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » est particulièrement indiquée là. Ils veulent bien vous prendre à l'essai. Un essai de quoi? Comme parents. Alors on y va, oui ou non? Où ça? À Central Park. Eh ben allons-y. Ah, ok. T'es sûr que t'as aucune objection à l'idée d'adopter 25 gamins? Gamins qui en plus n'ont aucune existence officielle sur Terre, alors bon courage? Non? Sachant qu'en plus Édouard est un vieux râleur, et sachant aussi que si certains militaires sont morts, d'autres peuvent revenir. Mais bon, après ce regard caméra qui pour moi évoque plus le fait que Jean-Paul Belmondo savait qu'il tournait dans une daube, on finit joyeusement sur toute la petite famille en route pour visiter New York. C'était donc Amazon, un film qui, une nouvelle fois, préparez-vous à un gros choc, a fait un énorme flop en salle. 75 000 entrées. Il aurait fallu dépasser les 1,5 million pour commencer à faire du bénéfice. Car oui, pour ce résultat, je rappelle qu'on a débloqué 60 millions de francs. Où ça nous mène la folie des hommes? On court tout droit à notre perte. Les dialogues, pauvres. L'intrigue, inconsistante, cliché, voire ridicule. Les personnages, une gosse impertinente, un vieux râleur, une chieuse. Aucun n'est attachant. Alors ok, les petits détails techniques au final ne sont pas si dérangeants. Comme je l'ai dit, quelques plans sont jolis, et la musique est plutôt sympa. Mais on a beau dire, quand en question scénario, rien ne va. Belmondo, de temps en temps, grâce à son talent, peut peut-être faire sourire, mais ça s'arrête là, hein. À la rigueur, dans le genre comédie française surnaturelle se passant en Amazonie, tournez-vous plutôt vers Le Jaguar, sorti 4 ans plus tôt. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein. Mais en comparaison, clairement, vous aurez plus de chances d'y trouver votre compte qu'avec cette daube. En plus, il y a Danny Trejo en grand méchant dedans, c'est cool.
Mais concernant Amazon, c'est dommage que Belmondo en soit venu à tourner ça quand il aurait pu choisir de bien meilleurs projets, ou encore tout simplement se reposer. Un échec qui aurait dû être prévu à toutes les étapes du film. Bien, merci à tous pour avoir vu cette vidéo, on reprendra le cours normal de cette émission avec le prochain épisode. Indice, ce sera un film d'Alain Corneau au casting plutôt féminin. À la prochaine!